Ah, ok. Moi aussi, je vais grand merci parce que c'est pas évident de parler peut-être de Claude Simon dans ce type de réunion scientifique. Et pourtant, on va voir que si notre table peut paraître très éclectique, il y a un certain sens à nous réunir tous les trois. Alors, pour qui découvrirait aujourd'hui les textes de Claude Simon, je pense qu'encore et toujours, l'effet d'étrangeté demeurera, un effet de contretemps, un effet d'inactualité, et les collègues en histoire littéraire ont depuis longtemps identifié les textes de Simon comme appartenant à ce qu'ils appellent une littérature déconcertante. Et je crois que cet effet de lecture est probablement encore plus accentué aujourd'hui comparativement au contexte de publication de ces romans il y a quelques décennies, du fait que, et on l'a entendu je crois hier, et c'est une des motivations de cette réunion, qu'il y a comme aujourd'hui un peu partout, comme une question, peut-être un désir même, d'épopées, de grands récits. Pierre parlait d'utopie. Or, il faut bien dire que les textes de Claude Simon ne proposent pas, c'est pas leur dynamique, ce sont des textes qui soulèvent en fait des questions, et déjà cela crée une forme de distance. Alors en quoi Simon entre dans notre sujet? Je rappelle pour ceux qui le savent déjà, ou je signale pour ceux qui le découvriraient, que la famille maternelle de Claude Simon est au centre de plusieurs de ses romans, La route des Flandres en 1960, Les Géorgiques, dont je parlerai surtout en 81, de l'Acacia en 89, et elle inspirait L'herbe en 58, Histoire en 67, voilà un titre de roman qui devrait nous parler, et l'ultime roman, Tramway. Et cette famille maternelle, elle est sans cesse rapportée à son passé révolutionnaire. Alors, Les Géorgiques sont la clé de notre affaire parce que c'est un roman d'archives. C'est un roman qui a été écrit avec des archives, je l'ai un petit peu travaillé, ça. Claude Simon étant notoirement descendant d'un conventionnel révolutionnaire ayant donc voté la mort du roi, issu de la petite noblesse des campagnes et devenu général d'Empire. Et c'est avec une vieille montagne, une grande vieille montagne de vieux papiers, comme il le dit, de cet ancêtre, que Claude Simon s'est mis à écrire ce roman. Et ces vieux papiers sont érigés en fait comme les vrais personnages du roman, ou plus exactement des motifs à peindre, à combiner sur la surface de la page, je dirais même de la toile. Claude Simon a été un peintre et il a écrit d'ailleurs plusieurs textes à ce propos. Pour lui, le romanesque de la forme, de la langue, de la description l'emporte avant tout, l'emporte sur les personnages, l'emporte sur les situations, et place un jeu d'association et de correspondance, toute narration psychologique étant aussi exclue. Alors je dirais que les romans de Simon ne rendent pas compte d'un temps fait de moments qui se succéderaient, mais du temps fait de moments simultanés. Et l'écoulement du temps est rendu de manière visuelle en fait sur la page, comme une étendue, ce qui a pour effet d'en donner une image fixe, une image figée, ce qui rend assez cohérent du coup notre table de ce matin. Tout ça fait dire aussi souvent à la voix publique un petit peu paresseuse, il faut bien le dire, que les textes de Simon seraient un petit peu difficiles à lire. Alors pour parler de cette relation que Simon entretient avec la Révolution à travers ses textes, je crois qu'il faut se cheminer en trois directions, qui sont des réponses de Simon faites à trois injonctions avec lesquelles il ne cesse de se débattre. Il est important d'ailleurs qu'il y a là ressassement, signe d'un débordement de texte en texte, remise en jeu incessante. Une écriture de derrière une épaisse paroi de verre, selon une de ses expressions, face à l'injonction de la représentation. L'événement n'étant disponible qu'à l'état d'archive, sorte de pare-feu au commandement généalogique. La recherche d'un moi historiquement situé face à l'injonction de la mémoire. Alors c'est vrai que les textes de Simon offrent une sorte de laboratoire d'une recherche très ascétique, très laborieuse, où les difficultés rencontrées durant l'écriture sont livrées au lecteur. Les textes de Simon font circuler des discours politiques, mais ils sont placés en arrière-plan, en motif. Et de surcroît, ils sont dominés par une sorte de lutte
transhistorique des passions et des sentiments. Claude Simon a dit son hostilité au témoignage, il n'a cessé de se moquer de lui, d'invalider sa fonction de preuve, en passer par un désavoir, une déformulation et restituer les filtres de la mémoire, les filtres du langage. La réalité est à jamais perdue, la lacune impose un deuil de la causalité, pas de mise en intrigue, pas de restitution globale, une reconsidération de la logique du sens et de l'élaboration de la logique du mécanisme du monde. Toute vie écrite introduit un écart, et les documents que le romancier réunit, en fait, véhiculent même un doute sur la véracité des faits qu'il rapporte, et Les Géorgiques sont un roman qui repose sur ce principe. Un voile, donc, un soupçon, auquel répondait l'écriture donc, de Claude Simon. Et c'est à ce titre que les documents sont totalement délestés d'une quelconque fonction de preuve. Le roman a construit un lieu du manque, et peut-être pour mieux dire un lieu de l'irrémédiable, en cet endroit, entre des documents d'archives, certes, mais comme le privilège donné à des rebuts d'une matière déplacée par une houle qui se serait retirée. Les documents attestent donc d'une béance irréversible et qui met en déroute leur lecture critique. Ils sont impossibles à interpréter, ils sont anachroniques. Et c'est leur combinatoire, par contre, qui signifie l'histoire qui s'écrit ne découlant que de ce mécanisme. Donc pour Simon, la fiction n'a jamais été un recours, mais le propre de toute méthode, résultat du travail, de l'écriture dans le langage. Entendez la mobilité des mots, leur polysémie et les nœuds de signification qui peuvent en découler. Pour Simon, il n'y a pas de défaut de connaissance auquel il faudrait remédier, il y a un défaut de reconnaissance de l'organisation langagière, de l'imagination. Quand il dit fiction, il pense langage. Et en ce sens, il est un héritier de Mallarmé, qui a écrit que toute méthode est une fiction, le langage se réfléchissant. Vient notamment pour lui la lecture du degré zéro de l'écriture, très souvent citée dans les entretiens, et puis les formalistes russes qui sont redécouverts dans la France des années 60. Et pourtant, Les Géorgiques sont un roman qui se sont laissés envahir par les archives. Et ce fut décisif pour la critique. L'insertion ostensible de ces archives réaffirmait finalement la fonction référentielle de cette écriture, peut-être un petit peu contre toute attente. Il fallait réinterroger le fonctionnement des textes de Simon, capables de produire certes leur propre réalité, mais capables de réarticuler histoire familiale et histoire universelle. Les Géorgiques font ressurgir effectivement un motif, celui de la culpabilité ancestrale, qui se retrouve de roman en roman, un malheur qui se transmet de génération en génération. La famille semble souffrir d'un mal héréditaire, une malédiction qu'elle porte. La famille est donc menacée sans cesse de texte en texte. Cette famille se situe entre le moi et le monde, elle offre une sorte de modèle réduit de l'histoire universelle. Elle porte en elle des tumultes d'événements qui ne sont qu'apparemment révolus. Et dans Les Géorgiques, c'est la maison qui est le symbole de la lignée familiale, qui renferme des reliques, les fameuses archives de l'ancêtre révolutionnaire, dans lesquelles on trouvera des tiroirs signifiant le conflit avec son frère, qui lui a rejoint la contre-révolution, des pièces qui ne sont rouvertes qu'à l'occasion, dans laquelle il y aura par exemple le buste de l'ancien conventionnel. Et toute l'enquête du texte porte sur le mythe de l'ancêtre. La quête du passé examine les traces qu'il aurait laissées. Et ces traces sont celles de l'idéologie lignagère de la propre famille maternelle de Claude Simon, vis-à-vis de laquelle il affiche une farouche et ironique volonté de désaffiliation. Alors on a finalement compris Les Géorgiques comme une sorte de ressaisissement autobiographique par Claude Simon de l'ensemble de son œuvre. En fait, ce que je fais de la langue en la travaillant, c'est-à-dire mon langage, me constitue en tant que sujet historique, dit-il dans un entretien en 1977.
Pas de table rase possible pour l'héritier, mais une nécessité qui s'impose à lui, revendiquer l'appartenance autant que la contester, d'où un va-et-vient entre identification et distanciation, hommage et parodie, et notamment à travers ce motif de l'ancêtre révolutionnaire qui revient très souvent. Il meurt dans la route des Flandres, il se suicide dans la route des Flandres et il meurt épuisé dans les Géorgiques. Dans les romans de Claude Simon, c'est le thème de la marginalisation fondamentale par rapport à la classe d'origine qui domine. Et dans les Géorgiques, le député a rompu avec la noblesse de sa famille, son épouse a quitté ses riches parents de Suisse et est venue s'installer dans le fin fond de la campagne du Sud-Ouest. Le descendant, le cavalier de 1940, découvre effaré l'étrangeté laissée par les traces archivistiques de ses ancêtres. De roman en roman, au fond, Claude Simon s'affranchit progressivement des versions familiales dont il est le dépositaire. Et dans un univers fictionnel d'un roman qu'il a renié plus tard parce que considéré comme trop classique, Le Tricheur, devenu totalement introuvable, paru en 1945, Catherine Laverne, la dernière descendante d'une vieille famille désargentée, est mariée à un peintre qui, lui, est fils d'instituteur socialiste, et Madame Laverne, sa vieille mère, qui se déplace avec une canne, lui désigne dans un placard une cachette, dissimulée derrière une tapisserie. Si jamais il y avait une révolution ou je ne sais quoi, tu sauras où c'est, dit le personnage, car il y a de l'argent. Et c'est tout bonnement une préfiguration prophétique de ce qui va vraiment arriver, la découverte effective dans les années 70, à l'occasion de travaux dans la maison familiale à Perpignan, des archives de l'ancêtre, derrière des papiers peints, punaisés, le vrai trésor, en fait, permettant à Claude Simon d'écrire. Et c'est plus qu'une anecdote, et je terminerai par ça, il ne faut pas trop attendre des romans de Claude Simon qui énoncent des conclusions sur la Révolution française. Ça n'est pas l'ambition du tout de Claude Simon. Tout au plus, globalement, Claude Simon était de ceux pour qui révolution veut dire lutte contre l'idéologie, les conventions, idéologie révolutionnaire comprise. C'est vrai que Simon brise l'épopée. La révolution est à l'état de ruine, elle n'est plus un projet. Mais ne pourrait-on pas y reconnaître comme son état poétique dans les textes de Simon, à l'exemple de l'état poétique du langage dont a parlé il y a longtemps Gérard Genette, soit un isolement, non pas à l'écart, mais au milieu de l'arbitraire du langage courant, qui en créant des marges, des silences, donne à voir sur la page elle-même les mots et les images par un effet de retentissement et d'approfondissement. Son décryptage n'est pas le but des Géorgiques, c'est le fait qu'elle soit dans cet état-là qui commande la réflexion sur le dispositif de sa représentation, et au fond la situation du lecteur est analogue à celle des bergers d'Arcadie de la toile de Nicolas Poussin. Et c'est à partir de ce dispositif que Claude Simon peut poser ce qu'il appelle « mon dire ». Mon dire, alors, concernera tous les hommes et pourra peut-être ainsi s'inscrire dans la révolution toujours recommencée du monde, entretien de 67. Conclusion finale, je dirais que ce n'est pas tant Claude Simon qui serait l'héritier d'une révolution dont il pourrait disposer à travers d'archives, mais bien plus elle, la révolution, ses conséquences, sa mémoire, son aura, qui hérite par son intermédiaire à travers lui d'un écrivain. Et c'est pourquoi un texte comme les Géorgiques peut être mis en lumière sans en épuiser l'ensemble des significations par l'histoire familiale dont il découle, et le roman lui-même peut être compris comme une archive supplémentaire venant s'ajouter à celle laissée par la lignée dont il puise une partie de sa substance. Dit autrement, les documents insérés par Claude Simon font circuler des significations qui lui sont préalables, plus ou moins avec la complexité de l'écrivain, mais plus ou moins aussi à l'insu de Claude Simon, chose que je crois d'ailleurs tout à fait assumée par lui. Voilà, c'est ma lecture. J'ai commis effectivement une petite étude pour tenter d'expliquer qu'il y avait là des possibilités de travail pour un historien devant un tel texte relevant de la littérature. Merci.